nous avons compris que les clichés commencent dans la tête. Cependant, ils finissent très souvent par s'imprimer sur le corps. Dans cet épisode aujourd'hui, on parlera d'un sujet sensible, intime et pourtant universel. Le corps des femmes vu par les hommes. Le regard, le désir, la pression et cette frontière fragile entre admiration et contrôle. Dans la saison 1 de Cible la femme, les femmes ont parlé de ce sujet brûlant, le corps des femmes sous contrôle. Elles ont parlé des dictats de beauté, des injonctions, des regards insistants, des remarques qui blessent, du harcèlement. Et surtout de cette question, à qui appartiennent réellement le corps de la femme? Dans cette saison, on change d'angle. Aujourd'hui, femmes et hommes vont parler. Le regard masculin, qu'on le veuille ou non, a du poids. Un poids. Et on va se poser une question délicate, mais nécessaire. À quel moment ce regard devient une pression pour les femmes? Bienvenue dans Cible la femme vue par les hommes. Aujourd'hui, nous allons discuter désir, contrôle ou malaise. Le corps d'une femme, avant même qu'elle parle, avant même qu'elle pense, avant même qu'elle existe pleinement dans un espace, est vu, regardé, évalué, désiré, comparé, commenté. Mais que se passe-t-il de l'autre côté du regard? Que se passe-t-il dans la tête d'un homme quand il voit un corps féminin? Est-ce simplement du désir? Est-ce culturel? Est-ce automatique? Est-ce conscient? Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette zone sensible. Pas pour accuser, mais pour comprendre. Parce qu'un regard peut être neutre, un regard peut être tendre, mais un regard peut aussi devenir une pression et parfois un pouvoir. J'ai posé cette question aux hommes. Quand tu entends le corps des femmes, quelle est ta première pensée? Les réponses ont été variées. Alors, question 1. J'entends beauté, j'entends splendeur, j'entends sophistiqué, j'entends magnifique, j'entends élégance, j'entends raffiné, j'entends délicat, j'entends fragile, j'entends beaucoup de choses en fait. J'entends toutes ces choses en fait. Voilà ce que j'entends en premier lorsque j'entends femme. Et le mot qui reviendrait, ce serait élégant, et qui en tout cas ceux qui prédominent, c'est élégant et délicat. Donc, voilà. Avant de répondre à la première question, j'aimerais tout d'abord commencer par dire ceci. C'est qu'avant même qu'un homme ne prononce un mot, son regard a déjà parlé, et parfois ce regard peut caresser, parfois il peut blesser, et parfois, sans qu'il s'en rende compte, il peut voler quelque chose. Alors aujourd'hui, je ne viens pas accuser les hommes, je viens parler en tant qu'homme avec honnêteté, parce que si on veut des relations plus saines, on doit avoir le courage de parler du regard. Maintenant, quant à la première question, quelle est ma première pensée quand j'entends le corps des femmes? Pour être transparent, il y a de la beauté, il y a de l'admiration, et oui, il y a le désir. Et pendant longtemps, je pensais que ça s'arrêtait là, que c'était simple, instinctif, normal. Mais avec le temps, j'ai compris que la question n'était pas ce que je ressens. La question, c'est ce que je fais de ce que je ressens. Parce que le corps d'une femme, ce n'est pas juste une apparence, c'est une personne entière qui habite ce corps.
C'est une histoire, c'est parfois des insécurités, c'est parfois des blessures invisibles. Et si mon regard ne voit pas ce qui m'attire, alors je suis en train de réduire quelqu'un à une sensation. Et ça, vous voyez, nous voyons, c'est violent. Même si c'est silencieux. Le premier regard peut être instinctif, mais le deuxième regard est toujours un choix. Est-ce que je continue à fixer? C'est la première question que je dois me poser. Est-ce que je fantasme? J'approprie dans ma tête quelque chose qui ne m'appartient pas? Ou est-ce que je me rappelle que devant moi, il y a une fille, il y a une sœur, il y a une femme, il y a une âme. Le désir n'est pas l'ennemi, mais un désir sans conscience peut devenir un regard qui consomme au lieu d'honorer. Et je crois que la maturité commence par là. Si je dois parler donc pour les hommes de manière globale ou même, je dirais que c'est le désir. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Donc déjà, je pense que dans un premier temps, je pense qu'il y a peut-être une partie qui est aussi biologique, c'est-à-dire que il y a un ensemble de stimuli visuels qui peuvent déclencher en fait chez les hommes un peu ce désir-là, avec tout ce qui est testostérone, dopamine, etc. Et pourquoi je dis que c'est biologique aussi, j'ai un exemple même concret, c'est que j'ai un ami qui a des enfants de bas âge et il regardait juste un film avec eux. Et puis tout d'un coup, lui, le papa savait pas forcément qu'il y aurait une scène un peu comme ça, où il y avait des filles avec des pas très habillées, et des enfants de 6 ans, pourtant, qui ont eu quand même, ils ont senti une réaction dans leur corps. Donc c'est pour ça que je dis que c'est même pas forcément quelque chose que tu apprends à l'enfant dès le départ, c'est que des jeunes garçons, pourtant on leur a pas appris ça. Et finalement, ils ont vu que ça déclenchait des choses dans leur corps. Donc je pense qu'il y a cette partie qui est biologique. Et puis, il y a aussi le conditionnement culturel et visuel. C'est-à-dire que depuis l'enfance, on te montre des publicités au cinéma, le corps de femme comme l'objet d'un désir. Donc je pense que tout ça, ça a engendré ces choses-là. Donc le risque, c'est que quand le désir, c'est vraiment la seule pensée, ça va biaiser en fait ta vision de la femme parce que tu vas la voir comme un objet sexuel. Donc il faut pouvoir mettre de l'équilibre dans ça et ne pas se dire que je dois toujours suivre mes désirs. Je pense que dans la vie quotidienne, si on devait toujours suivre nos désirs, pas seulement par rapport au rapport avec la femme, on ferait n'importe quoi. Donc si on arrive à se maîtriser dans la vie naturelle, dans notre vie, dans notre quotidien, pour d'autres choses, malgré qu'on ait des envies, je pense que c'est la même chose pour la femme. Les différentes réponses montrent que le regard commence souvent comme une impulsion, quelque chose de rapide, presque automatique. Admiration, beauté, désir, élégance, délicatesse, responsabilité pour certains. Ce premier réflexe est important. Mais une impulsion n'est jamais neutre. Elle est façonnée. Ils l'ont dit, le regard n'est pas naturel, il est appris. Alors, je suis allée plus loin et j'ai posé la question, est-ce que le regard masculin sur le corps féminin, pour eux, a été construit? Et si oui, par quoi? Je dirais que pour beaucoup d'entre nous, hommes, nous n'avons jamais pris le temps de nous poser cette question. On croit que notre regard est naturel, mais il a été formé, conditionné, sculpté par des clips vidéo, musicaux, par la publicité, par les films, par les réseaux sociaux, par les conversations entre hommes, où le corps féminin devient un sujet banal, pour certains par la pornographie, souvent très tôt, avant même d'avoir appris ce qu'est l'intimité réelle. Quand on voit de telles choses, des centaines d'images sexualisées, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va apprendre.
Il va l'automatiser. Une fois qu'il a automatisé, qu'est-ce qui va se passer? Il va associer femme et stimulation. Et un jour, on ne se rend même plus compte que notre regard est devenu mécanique. Ce qui me touche, c'est de réaliser que beaucoup d'hommes ne sont pas pervers, mais ils sont conditionnés. Mais le fait d'avoir été conditionné ne m'enlève pas non plus la responsabilité de me reconditionner. Je peux choisir ce que je consomme. Je peux choisir ce que je nourris. Je peux choisir d'éduquer mon regard. Parce qu'un regard éduqué voit une personne. Un regard non travaillé voit une projection. Et entre les deux, il y a un choix à prendre au quotidien. Mon regard sur le corps des femmes a indéniablement été façonné par une éducation. Elle a été façonnée, déformée, j'ai envie de dire, par la pornographie. Et toutes ces choses m'ont conduit à une époque à regarder le corps d'une femme d'une certaine manière. Pas toujours excellente, mais indéniablement, la société, d'une part, moi-même, les sources auprès desquelles j'ai été m'abreuver, d'autre part, ont fait que, naturellement, ma façon de voir, d'envisager le corps de la femme a été construit sur des bases bonnes, d'autres moins bonnes, mais voilà. En tout cas, la vérité, c'est que effectivement, la société et mes choix m'ont conduit à envisager le corps de la femme d'une certaine manière. Et là, les réponses sont devenues plus profondes, presque intimes. Le regard, loin d'être neutre, est façonné par l'éducation, la religion et les films, parfois la pornographie, les publicités, les réseaux sociaux, et ils ont même parlé des discussions entre hommes. On comprend alors qu'on apprend à regarder, on apprend ce qui est désirable, on apprend ce qui vaut plus, on apprend même à comparer. Et quand une société expose le corps féminin partout, mais rarement pour lui-même, elle enseigne inconsciemment qu'il est disponible au regard du public. Et c'est exactement ici que le regard commence à devenir un système. Alors j'ai posé une question essentielle. Est-ce que vous pensez que les hommes comprennent réellement ce que représente le regard au quotidien pour une femme? Et comprenez-vous qu'un compliment peut être vécu comme une intrusion pour elle? Pour ma part, je pense que un regard peut faire bien plus mal qu'une parole. Un regard peut faire plus de dégâts. Un regard peut déshabiller. Un regard peut évaluer. Un regard peut faire sentir à quelqu'un qui n'est plus une personne, mais une chose. Et parfois, le plus troublant, c'est que celui qui regarde ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Aujourd'hui, on ne va pas parler seulement du corps des femmes. On va parler entre nous, les gars, du regard que nous avons. Parce que le problème n'est pas toujours visible. Il est silencieux, il est culturel. Et nous savons que dans beaucoup de cultures, les hommes aiment bien jouer avec le regard. Il est parfois banal, mais il laisse des traces. Alors, si nous voulons des relations plus vraies, plus saines, plus respectueuses, il faut oser commencer ici, dans cet espace invisible où un regard peut soit prendre, soit honorer. Je ne vais pas tourner autour du pot, je vais être vrai. Être attiré, c'est humain. Il n'y a personne qui puisse dire qu'il n'est pas attiré. C'est pas possible. On ne choisit pas toujours la première seconde. Un regard croise un autre regard et quelque chose se passe. Mais ce que j'ai appris, malheureusement parfois tard, c'est que le problème ne commence pas dans l'attirance. Il commence dans l'absence de maîtrise. Parce qu'entre ressenti et insister, il y a un choix. Entre, par exemple, admirer et fixer, il y a un choix. Entre reconnaître la beauté et s'approprier mentalement quelqu'un, il y a aussi un choix. La frontière ne se trouve pas dans mon émotion, pas dans nos émotions. Elle se trouve dans l'inconfort qu'on peut renvoyer à l'autre, en fait. Si mon regard la fait se contracter,
Si elle baisse les yeux, si son corps se ferme, alors peu importe que mon intention soit innocente, quelque chose a déjà été envahi. Et je crois pour ma part que le vrai courage masculin, de moins en fait la vie m'a appris ça, c'est en ce moment-là, ce n'est pas de nier le désir, c'est de l'élever. Parce qu'un homme mature ne cherche pas à savoir jusqu'où il peut aller, il cherche à savoir jusqu'où il peut protéger. Et pour moi, dans ce cas, je pense qu'il est important, parce que ça arrive à tous, hein, on est humain, de pouvoir avoir ce genre de regard ou bien ce genre d'attirance, mais savoir à ce moment-là, savoir dire stop, savoir protéger, savoir honorer l'autre en fait. Selon moi, être attiré par une femme, c'est un ressenti intérieur. Par exemple, je la trouve belle, intéressante, séduisante, avoir envie de lui parler, de faire sa connaissance, avoir du désir qui pourrait peut-être aboutir à une affection d'amour. L'attirance en soi n'est ni mauvaise ni intrusive. Elle devient problématique seulement selon la manière dont elle est exprimée. Mais par contre, mettre une femme mal à l'aise, ce n'est pas ce que je ressens, mais ce que mon comportement provoque chez elle. Mettre quelqu'un mal à l'aise, à l'occurrence la femme puisqu'on parle d'elle, c'est insister après un refus, même subtil. Envahir son espace personnel, faire des remarques sexuelles non sollicitées, c'est de manière insistante et chercher à obtenir son attention malgré les signes de fermeture. Ce qui compte, c'est son ressenti à elle et pas l'intention de l'homme. La vraie différence entre les deux, l'attirance, c'est interne, respectueuse et s'adapte aux réactions de la femme. La mettre mal à l'aise, c'est du comportement de l'homme, ignorer les limites et insister malgré les signes. Voilà. Faut pas mettre tous les hommes dans la même case, chacun est différent, mais je pense qu'il y a une partie peut-être que oui, une autre non. Il y a une partie des hommes pour eux, un regard lancé à une femme, c'est plus c'est plus flatteur, si je peux dire ça comme ça. Il se rend pas compte ce que ça peut faire à une femme, quoi. Et je pense qu'il y a peut-être ce côté où il y a un peu une confusion entre admirer et puis celui qui évalue pour, entre guillemets, chasser. Donc, lui, pour beaucoup d'hommes, ils pensent sincèrement qu'ils sont neutres dans leur regard, alors qu'ils sont plutôt en mode scannage du corps, je crois. Et ça, ils ne se rendent pas forcément compte que ça met mal à l'aise une femme parce que déjà, je pense que si les hommes vivaient ça de l'autre côté, je ne sais pas s'ils ressentiraient la même chose. Mais si je dois le dire comme ça, oui, c'est que je pense que les hommes ne s'en rendent pas forcément compte de ça, alors que je pense en fait, il faut qu'ils comprennent que la femme, elle, en fait, dans ce cas-là, elle se sent en fait un peu dépossédée de son intimité, si je peux le dire comme ça. Surtout quand tu as un regard qui est très insistant, là où l'homme, lui, plutôt, il se dit dans le regard, je suis plutôt en train de persévérer et de démontrer de l'intérêt. Pour la femme, elle voit plutôt de l'intrusion, même, je dirais, un manque de respect. Et ça, c'est parce que je pense qu'on n'apprend pas. De toute façon, c'est le même point au niveau de l'éducation. On n'apprend pas forcément aux garçons que le regard, c'est un peu aussi une forme de toucher à distance. Donc, et comme les hommes sont pas forcément, eux, ils vivent pas ça. Donc, c'est pas forcément évident de le comprendre. Eux, ils se disent juste, j'ai le droit de regarder. Donc, il faut aussi leur apprendre. Il faut leur apprendre. Pour certains, il faut leur apprendre. Donc, peut-être que pour certains, ça marchera, pour d'autres, non. Mais voilà, je pense qu'il faut l'apprendre. Et expliquer aux hommes que le respect, ça commence par les yeux. Donc, quand tu regardes une femme comme un objet,
plutôt qu'une personne, voilà ce que ça lui renvoie à elle. Et peut-être que ça leur permettra de mieux comprendre. Parce que je pense qu'il y en a justement dans le regard comme ça, ils se disent tout simplement j'envoie un message pour lui montrer que je suis en admiration et ça doit la flatter, alors que c'est pas forcément le cas. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. En conclusion, je crois que ce sujet dépasse le corps. Il parle de dignité, il parle de sécurité, il parle de responsabilité. Oui, c'est vrai qu'un homme peut blesser sans toucher. Il peut envahir sans parler. Il peut réduire sans jamais insulter. Mais il peut aussi protéger par son regard. Il peut sécuriser par sa posture. Il peut bien sûr honorer par sa maîtrise. Le corps d'une femme n'est pas un espace public, pas une invitation automatique. Ce n'est pas un terrain de projection, c'est une personne. Et je crois profondément que la vraie force masculine ne se mesure pas à l'intensité du désir, mais à la capacité de le gouverner. Il y a une dimension spirituelle à tout cela. Parce que regarder quelqu'un, ce n'est pas juste, ce n'est jamais neutre. Dans la tradition chrétienne, on parle d'un regard qui bénit, un regard qui élève, un regard qui reconnaît la valeur avant même la performance. Et je crois que nous sommes appelés à cela, à apprendre à regarder comme on aimerait être regardé, avec respect, avec conscience, avec pureté d'intention, parce qu'au fond, ce n'est pas le corps des femmes qui doit changer, c'est la conscience des hommes qui doit s'élever. Que la vraie révolution ne commencera pas dans les discours, mais dans ce moment invisible où un homme décidera intérieurement. Je ne veux plus seulement voir. Je veux apprendre à honorer. Oui, c'est à ça que nous devons soupirer, nous tous hommes. Alors, comprendre réellement ce que représente le regard au quotidien pour une femme, comprendre aussi qu'un compliment peut être vécu comme une intrusion. Les hommes ont reconnu qu'ils n'y pensent pas forcément. D'autres ont expérimenté le compliment envers une femme par surprise d'une réaction féminine non attendue, par un malaise détecté ou alors par prise de conscience tardive. Le regard, on le voit, devient donc une pression quand il cesse d'être une observation et devient une évaluation quand il sous-entend un droit. Mais combien aujourd'hui respectent cet espace privé de la femme? Combien veulent l'intégrer dans leur façon de faire que regarder, c'est déjà agir? Il est temps d'accepter cet état de fait. Pour une femme, être regardée constamment, c'est intégrer une vigilance permanente. Et cette prison invisible doit être ébranlée. Cette souffrance, on ne le souhaiterait même pas aux hommes. Que se passerait-il si c'était leur corps qui était autant pris d'assaut pour cible? La question a tout son sens. Aujourd'hui, on recense un nombre alarmant de viols à cause de ce droit volé. Une question délicate a donc surgi de ce constat. Est-ce que certains hommes confondent séduction et domination? Et pourquoi? Dans cette question globale, plusieurs autres questions subsidiaires. Les hommes participent-ils à la pression faite sur le corps de la femme? Et finalement, qu'est-ce que la société attend du corps féminin? Qui impose les règles? Est-ce que tu penses que les hommes confondent séduction et domination? J'ai envie de dire oui.
j'ai envie de dire oui, mais il y a, comme pour toute chose, il y a toujours une raison. Déjà, je pense que l'homme, il y a cette culture de conquête. Donc, et donc, si je parle de conquête, alors en gros, il part avec une mentalité un peu de chasseur, alors que la séduction, c'est pas ça. La séduction, c'est plus ce côté où j'ai envie de te plaire. Et donc, si j'ai envie de te plaire, je vais être à l'écoute de ce qui peut répondre à ton besoin pour te plaire. En fait, de la même manière que quand tu passes, je sais pas, un entretien, par exemple, pour être pris dans une entreprise, tu es en mode séduction. C'est-à-dire que tu cherches à savoir ce qui peut plaire à l'entreprise, à la personne que j'ai en face de moi en entretien, pour qu'ils puissent valider ma candidature. Tout comme eux, de leur côté, ils font la même chose. Alors que quand on est en mode conquête, en fait, on n'est pas du tout dans la séduction. On chasse et donc, quelque part, on veut dominer. On veut dominer et comment ça va se manifester cette domination? Tu vas persister à faire des choses qui répondent pas forcément aux besoins de la personne. Tu vas persister par exemple dans le regard, alors que alors que tu vois qu'il n'y a pas d'échange mutuel. Ouais, j'ai plus ça comme exemple. Et pourquoi maintenant les hommes on est comme ça? C'est parce que quelque part, comme je disais, au départ, tu pars sur une mentalité un peu de chasseur. Et donc, il faut savoir qu'auprès des autres hommes aussi, quand tu as réussi, ça fait, tu dégages une image de conquérant, quoi. Si je peux le dire comme ça. Donc, c'est pour ça que tu pars. Donc, il y a vraiment en fait une mentalité avec laquelle on part qui fait que si tu es dans la séduction, tu vas vraiment avoir une autre posture parce que la séduction, tu vas être dans un objectif de plaire et pour plaire, il faut que tu saches ce qui peut plaire à la personne et donc ça va passer par... donc tu vas aborder les choses différemment. Mais si tu es vraiment t'as la mentalité un peu de conquérant, tu vas chercher à dominer. Et donc l'approche va être totalement différente. Et donc notamment avec l'exemple du regard ou même dans la manière de parler. Voilà. C'est que la société attend du corps féminin touche à des dimensions culturelles, politiques, économiques, symboliques. Les attentes varient selon les époques et les contextes, mais certains grands schémas reviennent souvent. Qu'attend la société du corps féminin? Premièrement, une conformité aux normes de beauté. Dans beaucoup de sociétés, égale minceur, jeunesse, absence de défaut. Ces attentes sont souvent renforcées par l'industrie de la mode et cosmétique, le cinéma, la publicité, les réseaux sociaux et la culture de l'image. 2. Une maîtrise et une respectabilité. La société impose aussi des règles sur la manière de s'habiller, la sexualité, la pudeur et le comportement. 3. Une performance contradictoire. On attend souvent des femmes qu'elles soient attirantes mais pas trop, minces avec des formes, jeunes mais naturelles, professionnelles mais maternantes. Et ces injonctions paradoxales créent une pression constante. Et qui impose ces règles dans la société? Premièrement, les structures sociales. Les normes viennent des traditions culturelles, religieuses et historiques. 2. Les institutions. L'État, les religions, l'école et les médias. 3. L'économie. L'industrie de la beauté et de la mode, du fitness ou de la chirurgie esthétique repose largement sur la satisfaction corporelle de la femme. Et 4. Le regard social quotidien. Les commentaires, les jugements, les comparaisons, les réseaux sociaux. Les femmes elles-mêmes peuvent aussi reproduire ces normes, non par choix individuel, isolé, mais parce qu'elles ont été socialisées dans ces systèmes et tout cela varie selon la classe sociale
la culture, l'époque, l'âge et les contextes géographiques. À la troisième question, notamment à notre avis, qu'est-ce que la société attend du corps féminin et qui impose ces règles-là? Voilà, la question un peu dure, hein? Elle n'est pas évidente. Pour moi, la société demande au corps des femmes d'être parfait. Oui, on le voit très bien, les dessins, les photos, c'est surtout, partout où on passe, des photos des top modèles, une femme parfaite doit être comme ceci, comme cela, voilà. Mais la société demande aussi qu'elle soit naturelle, qu'elle soit attirante, mais respectable, visible, mais jamais dérangeant. Pour moi, c'est une pression constante, en fait, qu'ont les femmes. On expose les corps, on les compare, on les note même, on les commente. Puis après, on est surpris que certaines femmes vivent avec insécurité. Soyons honnêtes, hein, ce système ne tient pas seulement à cause des médias. Il tient aussi à cause de nos regards, à cause de nos blagues. Tu as vu là? Elle est pas mal, hein? Waouh! Voilà les blagues. Elle est pas mal, hein? Elle est bonne, hein? Comme si c'était un morceau de viande, en fait. À cause de nos discussions entre hommes aussi. Soyons honnêtes, nos discussions entre nous. Entre nous, les gars. Et je m'en suis rendu compte à un moment donné, vous savez, quelque part aussi, lorsque... Je pense que ma prise de conscience est venue aussi quand j'ai eu peut-être ma fille aussi. Je me suis dit, est-ce que j'aimerais que demain on parle comme ça de ma fille en fait? Est-ce que j'aimerais demain qu'on parle comme ça de ma sœur? Et progressivement, j'avoue que ça fait évoluer mon regard, ça a fait changer ma perception en fait. Parce que j'ai commencé à me dire que c'est pas bien ce qui était fait. Ouais. Chaque fois qu'un corps devient un sujet public, on participe à la pression. Et peut-être que la révolution commence là, quand on décide que le corps d'une femme n'est pas un débat, mais une dignité, comme celui de l'homme aussi. Indéniablement, les hommes participent à la pression sociale qui est exercée sur les corps des femmes en véhiculant les stéréotypes en fait. Que la femme doit toujours être jolie, apprêtée, qu'elle doit ressembler aux mannequins que nous présente la société, la télévision, qu'elle a grosso modo, qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Tous ces stéréotypes en fait contribuent à renforcer, j'ai envie de dire, cette pression sociale. Voilà. Et en tant que telle, je pense que ces pressions sociales doivent être corrigées, mais tant du côté des hommes que du côté des femmes, parce que vous la mettez un peu aussi la pression, quoi qu'on en dise. Et effectivement, il y a bien des stéréotypes qui sont véhiculés et qui participent de cette pression sociale. Ils l'ont dit, le désir n'est pas un problème. Le problème commence quand le désir s'accompagne d'un sentiment de droit. Sociologiquement, beaucoup d'hommes ont été socialisés dans une culture de la conquête. La validation entre hommes joue un rôle énorme parce que ce n'est pas toujours la femme qui est le public. Non, ce sont les autres hommes. Et psychologiquement, cela crée une confusion dangereuse parce que séduire devient performer, écouter devient secondaire, lire les signaux devient optionnel. Or, les limites ne sont pas toujours verbales. On le voit bien. Dans l'attitude des femmes, on va voir le recul, le silence, le sourire figé, le corps crispé, le changement même de trajectoire. Mais quel est le problème? Beaucoup d'hommes ont appris à lire l'intérêt, mais pas à lire l'inconfort. Parce que reconnaître l'inconfort l'oblige à interrompre l'élan. Et interrompre son élan peut être vécu comme un échec. Alors la bascule se fait ici. Quand le désir devient problématique, quand le désir ignore le signal,
À cet instant précis, on ne parle plus de séduction, non, on parle de domination subtile. Et la domination n'est pas toujours agressive. Elle peut être insistante, lourde, juste un peu trop. Et ce qui la rend dangereuse, c'est qu'elle est souvent, alors là très souvent, minimisée. Oh, je faisais juste un compliment. Je regardais juste. Je tentais juste ma chance. Mais la vraie question est simple. Est-ce que l'autre, la femme, avait la même liberté que moi? Posez-vous la question, cher homme, dans cette interaction. Quand la réponse est non, la séduction s'est déjà transformée. Une intervention, cependant, m'a interpellée dans leur réponse. Un homme a dit, vous les femmes, vous la mettez un peu aussi la pression. Et cela m'a intriguée, alors je lui ai posé la question. Les femmes se mettent la pression. En fait, elles ont un effet miroir, en fait. Elles se laissent conformer. En fait, elles ont accepté, par fatalité, je présume, ce dictat de la société. C'est-à-dire qu'à force, on n'a même plus peut-être besoin de leur dire les choses. Elles se sont conformées, donc elles agissent en tant que telles. Elles ont façonné leur façon d'être et de penser, donc d'agir par rapport à ce dictat de la société. Il faut que je sois protégé, il faut que je sois ceci. Elles ont commencé en fait à s'imposer ce dictat, voilà, ce stéréotype, cette pression. Elles ont accepté ce dictat de la société. Elles ont façonné leur façon d'être et de penser par rapport à ce dictat. Se maquiller, être apprêtées, c'est qu'elles acceptent la pression. Ça semble logique, mais c'est beaucoup plus complexe. Car ici, on ne parle pas d'acceptation, mais on parle d'intériorisation. Quand une norme est répétée partout, publicité, réseaux sociaux, cinéma, validation sociale, opportunités professionnelles, elle ne s'impose plus par la force, mais elle s'infiltre. Et c'est ce qu'on appelle la conformité adaptative. On s'adapte à la règle pour survivre socialement. Une femme qui se maquille peut aimer ça, c'est vrai. Mais elle sait aussi qu'une femme négligée est plus facilement jugée. Une femme qui fait un régime peut le vouloir. Mais elle sait aussi que le corps féminin est classé, noté, hiérarchisé. Ce n'est pas une pression visible, c'est une pression structurelle. Le piège, c'est de croire que si elle participe, elle valide. Non. Quand une règle façonne l'accès à l'amour, au travail, à la reconnaissance, ce n'est plus un simple choix individuel, c'est un système. Et le système est puissant parce qu'il donne l'illusion du choix. Le vrai pouvoir d'une norme, c'est quand la personne concernée finit par la défendre elle-même. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est le résultat d'une adaptation constante. La question n'est pas donc de savoir pourquoi les femmes acceptent, mais plutôt pourquoi la norme continue d'exister au point qu'il soit coûteux pour la femme de la refuser que de s'y plier. Et là, la responsabilité devient collective. Ce soir, on va se refuser les tabous. On va tenter d'être plus clairs, nous les femmes. Un regard insistant n'est pas toujours juste un regard. Pour beaucoup de femmes, c'est le début d'une mécanique. Un regard qui insiste, un compliment qui déborde, une main qui reste trop longtemps, une pression répétée, un « allez, fais pas ta difficile ». Et puis un jour, la limite est franchie. Attouchement, contrainte, viol. Psychologiquement, face à une agression, le corps ne réagit pas toujours par la lutte. Le corps peut se figer. Et c'est ce qu'on appelle la sidération. Le cerveau coupe. Le corps obéit pour survivre. La parole disparaît. Ce n'est pas du consentement. C'est un mécanisme de survie. Et c'est là que la violence devient encore plus perverse. Parce que l'agresseur dira ensuite «
Tu n'as pas résisté. Tu es resté. Au fond, c'est parce que tu le voulais. Mais en fait, non. Une femme qui tolère son agresseur sous pression, ce n'est pas une femme consentante. C'est une femme enfermée. Enfermée dans la peur, enfermée dans la dépendance affective, dans la manipulation psychologique, dans la honte, dans la culpabilité qu'on lui a injectée. En vrai, les agresseurs les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui frappent. Non. Ce sont ceux qui isolent, qui fragilisent, qui alternent douceur et pression, qui font douter, qui inversent la réalité. Et beaucoup de femmes aujourd'hui vivent dans cette prison invisible. Une cage où l'on finit par croire qu'on est responsable de ce qu'on subit. Et ce n'est pas vrai. Le silence d'une femme sous pression n'est pas un désir caché. Non. C'est souvent une stratégie de survie dans un rapport de domination. Et tant qu'on confondra tolérance forcée et consentement, la violence continuera à se cacher derrière des phrases banales. Demain, nous parlerons justement de cela. Pourquoi tant d'hommes voient ces mécanismes et se taisent? Parce que le regard est une chose, mais le silence face à la violence en est une autre. N'éludons pas ce soir. Le corps de la femme est scruté, évalué, commenté. Mais ce système, nous l'avons compris, par les différentes interventions masculines, ne fabrique pas seulement de la pression pour les femmes. Il fabrique aussi des hommes sous tension. Un homme à qui on a appris à désirer sans trop montrer sa vulnérabilité, à performer, à conquérir, à prouver sa virilité, à ne pas échouer. Un homme qui ne regarde pas serait moqué. Un homme qui doute serait fragilisé. Un homme qui refuse la compétition serait suspect. Alors oui, c'est vrai. Les femmes subissent la pression du regard, mais les hommes subissent la pression d'exister à travers ce regard. C'est le même système, mais deux prisons différentes. Alors la question que j'aimerais vous poser, chers auditeurs et chères auditrices, que faire? Moi, je tenterai d'y répondre un peu ce soir. Il faut intégrer et surtout accepter qu'aucune conformité en ce qui concerne les femmes aux normes de beauté n'a jamais été une invitation à la violence. Se maquiller n'est pas consentir. S'habiller d'une certaine façon n'est pas consentir. Être mince, sexy, grosse, apprêtée ou libre n'est pas consentir. Le consentement est clair, il est libre, il est enthousiaste et peut même être reversible. Tout le reste n'est qu'une construction dangereuse. La vraie responsabilité commence là où l'on comprend l'impact de ces actes et comprendre la souffrance de la femme que produit un regard insistant d'un homme, une pression répétée et une manipulation psychologique, c'est sortir du déni. Parce que tant qu'on dira aux femmes « vous acceptez », on évitera de regarder la vraie question. Pourquoi tant d'hommes se sont-ils autorisés? Se taire, c'est laisser la place. Laisser la place à l'agresseur. Laisser la place au système. Laisser la place à la violence banalisée. Le silence protège toujours le plus fort. Alors si cet épisode vous a touché, si vous avez vécu un regard pesant, une pression, une emprise, ne restez pas seul. Avec ça, partagez, témoignez, hommes et femmes, même anonymement. Envoyez cet épisode à quelqu'un qui doit l'entendre. Car chaque parole fragilise la cage. Abonnez-vous pour que ces voix prennent plus de place que le silence. À demain pour l'épisode 3.